Je vous remercie effectivement de m'inviter dans un lieu que je n'ai pas l'habitude de fréquenter, moins Nanterre que le monde de l'histoire de l'art qui n'est vraiment pas le mien. Également, il se trouve que, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé il y a quelques années sur les amateurs et c'est plus directement mon sujet de recherche aujourd'hui, qui est plutôt la question du travail et la façon dont le numérique transforme profondément le rapport au travail. Finalement, la thèse que je voudrais défendre avec vous, c'est que le numérique remet en cause la séparation entre l'amateur et le professionnel. Donc d'une certaine façon, on va un peu retrouver des débats qui ont déjà eu lieu. J'organiserai mon propos en 4 temps. D'abord, je revisiterai très brièvement les utopies du 19e siècle sur le travail, parce qu'elles me semblent importantes pour comprendre la question de l'amateur. Et puis... ensuite, je vous montrerai que si on adopte un point de vue qui est le mien d'une sociologie de l'activité, la séparation entre le travail et l'amateurisme, la séparation entre le travail et le loisir n'a plus tellement de raison d'être. Dans un troisième temps, je vous parlerai de ce que j'appelle l'autre travail, c'est tout ce qui se déroule en dehors du travail, ce que Florence Weber appelle le travail à côté. Et puis, dans un quatrième temps, je vous parlerai de ces nouvelles formes de travail dans le monde numérique que j'appelle le travail ouvert. Alors, je crois que c'est effectivement intéressant de revisiter extrêmement rapidement. Donc, je ne suis pas historien et donc je n'ai aucune prétention de faire une analyse historique, mais simplement j'ai été amené à relire, ou à lire d'ailleurs plutôt, un auteur que je trouve tout à fait passionnant et insuffisamment connu, qui est William Morris. William Morris est un personnage passionnant parce que finalement il a un peu une double identité. C'est à la fois le fondateur du mouvement Arts and Crafts en Angleterre à la fin du 19e siècle, donc une rupture avec la tradition artistique victorienne, et c'est en même temps un des fondateurs du socialisme britannique. Il revendique un droit au travail pour le plaisir. Son itinéraire est intéressant, enfant de la bourgeoisie, élève du département d'art, alors j'oublie, je ne sais plus si c'est Cambridge ou Oxford, mais enfin ça n'a pas grande importance, et il décide de construire lui-même sa maison. Avec des amis, une sorte de coopérative d'amis. Sa maison qu'on peut toujours voir, d'ailleurs en Angleterre, s'appelle la Head House. Donc finalement, quelqu'un qui vient, qui a été formé à l'histoire de l'art, qui décide de devenir un artisan. Et à partir de cette expérience, il lance une coopérative d'artisanat d'art qui refuse la division du travail selon un modèle qui n'est pas complètement éloigné du familistère de Godin, par exemple, pour prendre une référence française. Son projet, c'est en cela qu'il veut rompre avec la tradition de l'art victorien, c'est de faire un art pour tous. Donc de proposer des œuvres d'art à tous, et notamment à la classe ouvrière anglaise. Sauf qu'il est face à une contradiction majeure, c'est que refusant la division du travail, refusant la mécanisation, eh bien, sa production est évidemment très chère, et donc sa clientèle sera celle de la grande bourgeoisie anglaise. Maurice a eu un certain nombre de successeurs. Le Bauhaus, par exemple, se réclame de Maurice, ou aux États-Unis, Frank Lloyd Wright, par exemple. Mais c'est surtout un autre personnage, alors tout à fait inconnu en France, que je retiendrai comme descendant de Maurice, c'est Gustave Stickley,
Gustave Stickley est finalement un ébéniste industriel, une sorte de Ford du mobilier, si vous voulez. Donc il lance une fabrique de mobilier semi-industriel, mais en même temps, il se pique de réflexion intellectuelle et il monte une revue qui s'appelle The Craftsman, et dont le saint patron est Maurice. Maurice est mort, mais tous les premiers numéros sont une vulgarisation de la pensée de Maurice. Mais très très vite apparaît une rupture profonde entre Stickley et Maurice. C'est que Maurice, dans ce sens-là, il est bien dans la tradition des entrepreneurs américains, accepte la mécanisation, accepte la division du travail. Et c'est finalement pour ça que je vous parle de Stickley, c'est qu'il fait évoluer sa revue, il y propose des plans de maisons, des plans de meubles à réaliser soi-même. Donc d'une certaine façon, c'est un des fondateurs du do-it-yourself que dans ces années 1905-1908, on n'appelle pas encore comme ça. Et finalement, il fait cette transformation dans le rapport au travail, et c'est ça qui m'intéresse, en disant finalement, les exigences du travail industriel font que le travail reste aliéné. Le modèle artisanal de Maurice n'est pas possible à développer. Par contre, le plaisir de faire, le plaisir de réaliser quelque chose, eh bien, il faut l'organiser ailleurs, chez soi, à travers le do-it-yourself. Donc, d'une certaine façon, intellectuellement, Stickley fonde en quelque sorte la séparation entre le travail et le loisir amateur. Alors, ce qui est très curieux ou amusant, c'est que finalement, ce Stickley, qui est d'abord un entrepreneur, développe un discours qui est assez voisin de l'un des grands fondateurs de la sociologie du travail en France, qui est Georges Friedman. Bon, tout le monde connaît Friedman, mais on connaît surtout le Friedman, sociologue du travail, le travail en miettes, et donc finalement la conclusion du travail en miettes, c'est que l'aliénation au travail est telle que finalement imaginer une autre forme d'organisation du travail paraît impossible. Et du coup, Friedman, à la fin de sa carrière, et ça c'est moins connu, est le fondateur de la sociologie des loisirs. Vous connaissez peut-être Geoffre Dumazedier, qui est souvent considéré comme, effectivement, dans ces années-là, dans les années 60, le sociologue français des loisirs. Mais Dumazedier était le disciple de Friedman. Et Friedman, pendant les 10 ou 15 dernières années de sa carrière académique, va développer toute une thématique sur la civilisation technicienne. Donc, finalement, double fondation, en quelque sorte, de cette séparation entre travail et loisir. Cette fondation, en quelque sorte, pratique du do-it-yourself chez Stickley et cette fondation théorique chez Friedman. C'est assez largement cette séparation que je refuse, en me situant beaucoup plus, je dirais, dans une vision pragmatique du travail, et en m'inspirant plutôt de quelqu'un comme John Dewey. Je pense que les travaux de John Dewey, d'ailleurs, comme vous savez sans doute, John Dewey s'est beaucoup intéressé à l'art. Je pense que effectivement la pensée de John Dewey est effectivement une pensée qui peut nous permettre de réunifier travail et loisir. Mais une autre personne qui a été mon professeur autrefois, Michel de Certeau, était bien
pas du tout, il n'était pas proche de John Dewey, mais était un peu dans la même tradition. Pour continuer ma réflexion, pour continuer ma réflexion, il m'a semblé intéressant de parcourir avec vous, là aussi très rapidement, certaines utopies du travail, mais utopies qui sont présentes dans le monde du numérique. La première, c'est l'utopie hippie. Ce qu'il y a de passionnant dans l'utopie hippie, de mon point de vue, c'est moins le côté retour à la nature, écolo, etc., que le fait que le monde hippie était un monde qui était fasciné par les nouvelles technologies. Je dirais, dans le rapport aux technologies du monde hippie, il y a d'un côté le LSD et d'autre côté le micro-ordinateur. La Bible du monde hippie américain, le Whole Earth Catalogue, où on apprenait à faire son tipi, à cuire son pain, etc., a été la première publication, mais de masse, ce catalogue a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, à parler du micro-ordinateur. Donc ce lien entre ces gens qui voulaient reconstruire un nouveau mode de vie, un nouveau mode de travail, et la technologie numérique est tout à fait centrale, d'où le fait que le monde des hackers au sens de passionnés d'informatique, pas au sens de crackers, le monde des hackers est finalement extrêmement proche du monde hippie. Je dirais peut-être le personnage que tout le monde connaît qui ferait ce lien, ça serait Steve Jobs. De l'utopie hacker, je retiendrai 2-3 points. D'une part, une volonté à la fois d'accéder à une beauté de l'écriture du code. Écrire un beau code, c'est pour les hackers quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire un code dans lequel il n'y a pas de ligne en trop, il n'y a pas de boucle inutile, un code parfait. En même temps, un code efficace. Donc cette recherche de la beauté de l'efficacité est au cœur du monde des hackers. De même que dans ce monde, on associe coopération et compétition. On coopère de multiples façons, en ligne, en se rencontrant, et en même temps, on est constamment en compétition, justement pour produire les lignes de code les plus belles et les plus efficaces. Dernier élément important pour moi, quand on veut réfléchir au numérique aujourd'hui, c'est que ce monde des hackers est un monde qui navigue entre le non-marchand et le marchand. On a volontiers en France une lecture, à mon avis, tout à fait fausse de la façon dont certains de ces hackers les plus célèbres ont créé des grandes entreprises capitalistes comme Apple. Je pense que chez eux, chez ces fondateurs, il n'y a pas de rupture. Vraiment une continuité entre le marchand et le non-marchand, et tous les débats entre le logiciel libre, le logiciel ouvert, etc., sont évidemment au cœur de cette question. Troisième, c'est un parcours de quelques utopies qui remettent en cause la séparation travail-loisir. Ce qu'on appelle les makers aujourd'hui, je ne sais pas insister plus, c'est tout le monde des Fab Labs, c'est un peu la même tradition que le monde des hackers, sinon qu'on passe du software au hardware. Par contre, je voudrais rester peut-être un instant, parce que c'est quelque chose de plus mal connu, du côté du monde des punks. Les punks ont été les premiers à théoriser en quelque sorte le do-it-yourself. Les punks sont intéressants parce que des 4 utopies que j'évoque, c'est la seule qui a une vraie tradition populaire.
L'idée, les premiers textes des punks, hein, c'est vous apprenez un accord de guitare, vous apprenez un deuxième accord, un troisième accord, et ça y est, vous faites une chanson. Hein. Et puis, pour les plus doués, ça donne les Beatles. Mais cet affichage, hein, que finalement on peut par soi-même faire une production artistique, musicale ou graphique, hein, il y a tout un courant graphique, mais de même on peut construire son costume, hein, sa coiffure, hein, donc tout ceci est authentiquement populaire, hein, et je crois que c'est un mouvement, alors c'est un mouvement très très étudié dans la sociologie culturaliste anglaise, hein, mais finalement très mal connu en France. Donc voilà, c'est en guise un peu de prologue, mais j'ai déjà pris un quart d'heure, hein. C'est ça. En guise de prologue, finalement, je voulais parcourir avec vous, hein, ces utopies de fer. Et maintenant, je voudrais me consacrer à ce que j'appelle l'autre travail. C'est donc toutes ces activités, on va dire dans un monde pré-numérique, toutes ces activités qu'un individu réalise à côté de son travail. Alors, c'est quelque chose qu'on peut réaliser souvent pour réexploiter, hein, des compétences inemployées. Hein. Je pense à l'ouvrier d'usine qui finalement n'utilise plus, hein, toutes les compétences qu'il a apprises au lycée technique parce qu'il se contente de surveiller une machine et qui veut réexploiter ses compétences. Donc, on peut le faire pour le plaisir. Et à ce moment-là, on va trouver là aussi des pratiques populaires intéressantes. Juste deux pratiques qui m'intéressent. Le tuning, vous savez, c'est pratique où on transforme la carrosserie de sa voiture. Hein. On s'aperçoit que les praticiens du tuning sont très très souvent des ouvriers garagistes, des ouvriers de l'industrie automobile, donc des gens qui ont des compétences, hein, dans le domaine de l'automobile et qui vont réexploiter, hein, pour finalement se construire une image d'eux-mêmes aussi, hein, dans leur entourage. Et puis, ces pratiques qui avaient été étudiées par Florence Weber, les ouvriers jardiniers, hein, qui ont donc une deuxième pratique à côté. Et ce do-it-yourself prend une forme un peu différente et plutôt de classe moyenne, comme une façon d'accéder à la société de consommation. Hein. Le do-it-yourself vraiment démarre aux États-Unis après-guerre, hein. Donc en plein boom, hein, des Trente Glorieuses, et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que tous les outils, tous les matériaux nécessaires au do-it-yourself se mettent en place. Quand on observe les pratiquants du do-it-yourself, ils ont des modes de faire spécifiques qui sont souvent très très différents de ceux des professionnels, justement parce qu'ils refusent cette division du travail que j'évoquais précédemment. Mais la caractéristique de ce monde, c'est qu'on est dans un écosystème local et fermé. Il s'appuie sur des compétences déjà acquises et il est destiné aux proches. Alors, il y a une bonne illustration de ça dans des tentatives qui ont eu lieu aux États-Unis après la crise de 29, au début des années 30, où un certain nombre de mouvements de chômeurs, appuyés par des institutions charitables, se sont mis à faire des petits objets en bois, hein, qu'on vendait à la sortie des églises. Donc il y avait une structuration nationale, il y avait une ligue nationale qui organisait ça. Et puis assez vite, évidemment, une fois que vous avez vendu des petits sapins de Noël en bois à tout votre entourage, vous avez un peu saturé le marché, hein. Et donc, il y a une incapacité, hein,
dans ce monde, finalement, que l'autre travail puisse vraiment participer à l'économie, hein, puisse rentrer réellement sur le marché. De même, les jardiniers étudiés par Florence Weber, eh bien, ils vendent leurs haricots verts à leurs proches, hein, mais évidemment, il n'y a pas de circuit de distribution pour l'ensemble des haricots verts. Avec le numérique, finalement, et c'est ça la thèse de mon livre, ce que j'appelle l'autre travail devient travail ouvert. C'est-à-dire que la séparation entre travail professionnel et autre travail s'estompe. Et il y a une sorte de continuité qui se fait entre le travail professionnel et ce que mes interviewés appellent presque toujours l'extra pro. Hein. Ils ne disent pas on est des amateurs, ils disent on est des extra-pros. C'est-à-dire qu'on a la même compétence que des professionnels, mais on fait ça dans un autre cadre. Donc ces nouveaux modes d'engagement dans le faire, on pourrait les caractériser par 5 points. Un travail complet, c'est-à-dire qu'on refuse la division du travail. Un exemple peut-être pour cette question du travail complet. Je ne sais pas si vous connaissez ce site qui s'appelle Vimeo. Hein, ce site web Vimeo, c'est un peu, disons, le YouTube haut de gamme, hein, on va dire. Eh bien, qui poste des vidéos sur Vimeo, pour beaucoup de praticiens, ce sont des professionnels de l'audiovisuel qui disent, pour une fois, je veux réaliser un produit audiovisuel de façon complète. Je suis preneur de vue. Je veux faire le son, je veux faire le scénario, je veux faire le montage, hein, ou si je suis monteur, etc. Donc vous voyez, et on trouve ça également dans ces phénomènes qu'on appelle les hackathons, qui sont cette sorte de concours où pendant 48 heures, des jeunes développeurs font une maquette d'un logiciel. Eh bien, quand on interviewe des développeurs informatiques, hein, ils disent tous que finalement, ce qui les motive dans cette affaire, c'est de réaliser un produit complètement et pas de faire ces petits bouts de lignes de code qui seront ensuite assemblés avec des lignes de code écrites par une autre personne. Deuxième élément qui est central, c'est l'idée du plaisir de faire. Hein. On s'engage dans cette activité pour le plaisir. Les collaborations sont librement organisées. Quatrième point, il y a une remise en cause partielle de la propriété intellectuelle. Hein, c'est le cadre des logiciels libres, ouverts, de toutes ces licences hein, de commun. Hein. Donc, une remise en cause assez fondamentale hein, de cette propriété intellectuelle. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, un passage du non-marchand au marchand. Alors, quels sont ces outils du travail ouvert ? C'est évidemment d'abord des outils d'autonomie, et ce micro-ordinateur en est le plus bel exemple. Dans l'histoire technique, c'est quand même pas très courant qu'un même objet technique hein, soit utilisé chez soi et dans son entreprise. Hein. Et donc, cette continuité entre cet objet technique hein, et son travail professionnel, le fait que aussi il remplace des gammes d'outils beaucoup plus complexes. On peut penser par exemple en musique, au home studio ou des choses de ce type. Et puis, et c'est surtout là-dessus que je travaille actuellement, la question de ces plateformes, hein, type Uber, Etsy, etc. Alors, qu'est-ce que font ces plateformes ? D'abord, c'est un dispositif de démocratisation de l'échange. Hein. Etsy, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, hein, c'est une plateforme qui permet de vendre des objets faits main. Hein. Donc ça peut être des objets textiles, ça peut être des petits objets artisanaux, des bijoux, etc. Donc, une personne qui présente des objets sur Etsy, eh bien, accède au marché. Hein.
Elle sort de cette situation où je fais des bijoux pour mes amis, hein, pour ma famille, puis pour mes amis, et puis ensuite, je ne sais pas trop comment les écouler, tandis que là, je peux accéder à un marché international. Alors, bon, les revenus peuvent être modestes. Hein. La moyenne des revenus sur Etsy est plutôt d'une centaine d'euros. Et puis, il y a des gens qui en vivent, sinon très bien, mais relativement correctement. Deuxième transformation des plateformes, et là, on rejoint les amateurs honoraires du XVIIIe siècle et le débat habermasien, hein, c'est la démocratisation du jugement. Hein, le fait que finalement le jugement, hein, sur des livres, sur des films, sur des tableaux, hein, n'est plus réservé à des experts, à des amateurs honoraires, hein, mais peut être réalisé par tous. Troisième fonction de ces plateformes, c'est qu'ensuite, elles créent des hiérarchies. Évidemment, hein, on ne peut pas se contenter, si on a des centaines de commentaires sur un film, évidemment, personne ne les lit, donc ces plateformes ont tendance à agréger, hein, donner des notes, hein, et donc pour effectivement donner un jugement synthétique sur un produit culturel. Cinquième caractéristique de ces plateformes, ce sont des outils de confiance et de sécurité, c'est-à-dire que quand on va sur une plateforme, on est sûr d'être payé, hein, et donc c'est évidemment une de leurs grandes forces. Et puis le dernier, c'est qu'elle court-circuite les professions. Hein. Elle court-circuite massivement un certain nombre de professions de service. Bon, les chauffeurs de taxi, c'est bien connu. Les hôteliers avec Airbnb, mais c'est peut-être moins connu. Les restaurateurs, hein, avec des plateformes type With It, vous pouvez inviter des gens à venir dîner chez vous et vous leur faites le bon plat dont vous êtes le spécialiste. Ces plateformes, en même temps, sont dans une situation de domination extrêmement forte. Hein. Elles imposent leurs règles. Hein. On connaît tous le costard des chauffeurs de taxi Uber. Mais elles imposent leurs règles de façon plus cachée à travers leurs algorithmes, puisque finalement une des fonctions, hein, de ces plateformes, c'est de rapprocher l'offre et la demande, et elles le font de façon masquée. Hein. Prenons un exemple. Je vais prendre deux exemples sur Etsy et sur Uber. Sur Etsy, on s'aperçoit que les personnes qui vendent le plus, hein, sont celles qui sont proposées en premier, tout simplement parce que c'est l'intérêt de la plateforme, hein, de promouvoir, hein, les gens qui vendent le plus. Alors que le discours de la plateforme, c'est un discours égalitaire, hein, de promouvoir la nouveauté, mais de fait, quand on regarde, ce sont les plus gros vendeurs qui sont mis en tête. Et sur Uber, où a priori, enfin sur les VTC, la situation devrait être assez simple. Vous avez une offre qui est géolocalisée. Vous avez une demande de client qui est géolocalisée. Vous avez un taxi qui est également géolocalisé. Donc le matching devrait être très simple. Et bien en fait, d'autres éléments jouent, la fameuse note, mais jouent de façon masquée le modèle de la voiture. Donc, si vous êtes un chauffeur Uber et si vous avez une splendide Mercedes noire dernier modèle, eh bien, vous aurez beaucoup plus de clients que si vous avez une C4 jaune, on va dire. Voilà. Et là aussi, on voit bien que l'intérêt de la plateforme, le client, dans la mesure où c'est le même service et le même prix, il préfère sans doute être dans une belle même Mercedes, à fauteuil en cuir, hein, et c'est également l'intérêt de la plateforme. Donc vous voyez, la façon dont
les chauffeurs disent que les travailleurs des plateformes, plus largement, disent que les plateformes sont déloyales. Hein, et de leur revendication très forte, c'est la loyauté, hein, des plateformes. Bon, je crois que j'arrive un peu à la fin de mon temps, donc je vais peut-être sauter un certain nombre de points. Juste peut-être un mot quand même sur ce qui me paraît très, très important sur les plateformes aussi, c'est cette hésitation entre le don et le paiement. Hein. Je m'appuie sur les travaux de Lewis Hyde qui dit que le don relève de l'éros, hein, de la construction du lien interpersonnel, et que le marché appartient au logos, hein, à l'impersonnel, au rationnel. Donc juste, parce que pour ne pas être très long, j'en citerai juste un exemple, hein, qui illustre mon analyse, qui est l'exemple, la différence entre Blablacar et l'autostop. Hein. En autostop, le stoppeur paye avec sa conversation. Hein. Ça ne fait pas partie des codes sociaux pour un autostoppeur de s'asseoir sur le fauteuil et de ne pas dire un mot. Hein. Le conducteur qui l'a pris attend qu'il fasse sa conversation, qu'il lui raconte son épopée ou qu'il interroge le chauffeur sur sa vie. Hein. En Blablacar, c'est très... On hésite. Hein. Bien que ça s'appelle Blablacar, hein, donc l'idée est bien de la conversation, mais on peut, surtout si on est derrière, ne pas parler, hein, quand on est transporté en Blablacar. Et bon, un chauffeur est dans le domaine du VTC, on est complètement dans un modèle marchand. Bon, c'est les règles finalement du taxi, on parle, on ne parle pas. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir, hein, mais que j'ai pas le temps de vous présenter autour de ce rapport du paiement et du don. Donc, en conclusion, hein, je rappelle que effectivement, ce qui est au cœur de ma réflexion, hein, c'est l'idée d'analyser le travail comme un engagement dans l'activité, comme un élément de construction de soi, et que le numérique offre toute une série d'opportunités, hein, pour libérer le travail. Et dans ce sens-là, évidemment, ça remet en cause les frontières entre le travail et l'amateurisme. Et puis, il y a tout un volet que j'ai à peine évoqué, hein, qui sont que ces outils du numérique sont aussi de formidables outils de pression. Et eh bien, ça pourrait être un autre exposé, car je n'ai pas le temps de présenter ça maintenant. Je vous remercie.